الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. Bonjour tout le monde, on va faire aujourd'hui une étude des fonctions supérieures et des fonctions végétatives. Donc notre cours est divisé en deux parties. C'est un cours très court et simple, mais, toujours il y a le mais, il contient de nouveaux termes utilisés en neurologie et en psychologie avec lesquels il faut juste se familiariser pour les assimiler. Premièrement, les fonctions supérieures. Alors, les fonctions supérieures du cerveau ou fonctions cognitives et intellectuelles de l'être humain mettent en jeu la mémoire, les fonctions instrumentales, les fonctions exécutives et l'attention. Les fonctions instrumentales regroupent le langage, c'est-à-dire la communication, à savoir l'expression et la compréhension orale et écrite. On parle de la phasie. Elle regroupe notamment les actions et les gestes. On parle de la praxie. Et la capacité de la reconnaissance, que ce soit du soi, et on parle de la somatognosie, que ce soit la reconnaissance du monde extérieur, et on parle de la gnosie. En fait, ce sont toutes les capacités que possède une personne normale, une personne saine. Les fonctions cognitives recouvrent notamment les fonctions exécutives et l'attention qui contrôlent et permettent l'exécution d'une action, de résolution de problèmes, d'anticipation, de raisonnement et de prise de décision. En fait, c'est ce qui fait que nous soyons nous-mêmes. Je pense qu'il faut voir tout d'abord les différentes fonctions de notre cerveau. Alors, on distingue 4 zones pour chaque hémisphère. Définissons les lobes. Bien évidemment, chaque lobe est doublé. On a le lobe frontal, pariétal, occipital, le lobe temporal et le cervelet ou petit cerveau. Chacun de ces lobes a une fonction précise et qui est importante à connaître. Alors, le lobe frontal est la partie intentionnelle de notre cerveau. Il s'occupe notamment de la majeure partie de fonctions cognitives ou comportementales, notre sujet d'aujourd'hui. Donc, il est impliqué dans le raisonnement, l'anticipation, c'est là où les émotions sont modulées et il permet de connaître les odeurs, le lobe frontal étant la région la plus proche du nez. En outre, le lobe frontal permet dans sa partie postérieure de déclencher un mouvement. Deuxièmement, le lobe pariétal. Il est responsable de la perception sensorielle. Par son biais, on perçoit par exemple la douleur. Il permet la compréhension. Il donne du sens aux souvenirs. Il permet entre autres la somatognosie. On en a parlé, c'est le fait de reconnaître que notre corps nous appartient bien. Le lobe pariétal, finalement, permet la praxie, dont on a parlé, c'est le fait de faire des gestes dans un but précis. Le lobe temporal, quant à lui, est responsable principalement de la reconnaissance et est impliqué dans l'audition. Il permet de décoder les sons et de différencier entre les différentes intensités aiguës et graves. Le lobe occipital, il est impliqué dans la vision. Il décode les images reçues par les yeux, c'est-à-dire il donne du sens aux images et reconnaît notamment les couleurs. On termine par le cervelet ou petit cerveau, qui est chargé de la coordination des mouvements, la régulation du tonus musculaire et le contrôle de la posture. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, les troubles des fonctions supérieures. Alors, ces troubles portent sur les performances acquises qui résultent de l'apprentissage dès les premières années de l'enfance. On distingue 3 stades. Aphasie ou désorganisation linguistique, apraxie ou désorganisation des actions, agnosie ou destruction de la perception et de la reconnaissance. L'examen des fonctions cognitives nécessite plus que toute autre étape de l'examen neurologique une bonne coopération du patient. Cela exige une vigilance normale, une compréhension orale pas trop perturbée. Ça implique qu'il n'y ait pas de confusion par le patient et que ce dernier soit rassuré. Donc on doit rassurer le patient et le mettre en confiance. On va commencer par l'aphasie, qui est une affection caractérisée tout simplement par une perte totale ou partielle du langage, suite à une atteinte cérébrale. Les 4 modalités du langage peuvent être touchées, à savoir parler, comprendre, lire et écrire. La personne a des difficultés à trouver ses mots et à construire ses phrases. On parle du manque des mots. L'aphasie n'est pas causée par des atteintes diffuses du cerveau, mais elle est causée par une atteinte localisée dans l'hémisphère gauche. Et les causes de cette atteinte, ce sont les attaques cérébrales, thrombose ou hémorragie, plus rarement certaines affections, tumeurs et les traumatismes. Les régions qui sont touchées et qui sont responsables du langage se trouvent dans l'aire de Broca et dans l'aire de Wernicke, qui est un petit peu plus derrière,
Il y a des troubles associés à cette aphasie en fonction des structures cérébrales touchées lors de l'attaque. Ça peut être une hémiplégie droite, trouble sensitif du côté droit, trouble de la vision du côté droit ou trouble de la mémoire. Les aphasies sont donc en rapport avec une lésion hémisphérique gauche, ce qui exclut les dysphonies, qui sont des troubles de la voix dus à un dysfonctionnement des cordes vocales, ce qui exclut une dysarthrie, qui est une difficulté de parler suite à une lésion des centres moteurs du langage, ce qui exclut finalement les défauts d'acquisition du langage chez l'enfant. Voyons ensemble les types d'aphasie. Il y en a deux, l'aphasie de Broca et l'aphasie de Wernicke. Commençons par l'aphasie de Broca. Elle est appelée également aphasie motrice parce qu'elle comporte une réduction du langage qui est quantitativement diminuée, avec hésitation et lenteur du patient. C'est une aphasie non fluette, c'est-à-dire la personne ne parle pas couramment, elle a du mal à s'exprimer. Elle tend à répéter la même phrase, une phrase stéréotypée, c'est-à-dire elle répète une même phrase de différentes manières et de différentes façons si vous voulez. Elle répète aussi le même phonème, c'est-à-dire le même son. La compréhension à l'oral et à l'écrit sont intactes. La personne est consciente de sa difficulté à communiquer. Regardez cette patiente qui présente l'aphasie de Broca. Pouvez-vous me dire quel est votre âge? Ça y est, je sais. Je suis de 1969, 59. Oui. Donc, alors ça vous fait quel âge? J'ai En gros. 60... Voilà, bah ça y est, j'ai perdu. Bon, c'est pas bien grave. Quel est votre nom? 1900... non. 1960... Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Oui. Non, mais laissons tomber la date. Dites-moi votre nom. Je sais que c'est Annick. D'accord. Bon. Attends. Alors ça y est, j'ai perdu mon... Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez essayer de me dire ce qui vous est arrivé? Un centre dans les... Je suis, comment dirais-je... Je me suis fait un peu de... Comment dirais-je... Je suis tombée un petit peu dans les... Ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. D'accord. L'expression orale est évaluée lors de l'examen neurologique par des épreuves de dénomination d'objets usuels et concrets ou d'images d'objets, tout en recherchant un manque de mots chez le patient. On parle d'anomie. On cherche notamment des paraphasies qui peuvent être des paraphasies phonémiques. Par exemple, il te dit taboulé au lieu de tabouret ou valabo au lieu de lavabo. Il garde le même phonème, le même son. Ou bien on peut avoir des paraphasies sémantiques. Il essaye de te rapprocher le sens en quelque sorte. Il te dit par exemple table au lieu de chaise ou cheval au lieu de chameau. Ou encore on peut assister à un néologisme. Ça signifie que le discours ou les écrits du patient sont émaillés de mots qui n'existent pas dans la langue. Il crée de nouveaux termes. L'aphasie de Broca résulte d'une lésion hémisphérique gauche centrée sur l'opercule rolandique et la troisième circonvolution frontale. Pour le deuxième type des aphasies, qui est l'aphasie de Wernicke, ou encore appelée aphasie sensitive, elle se caractérise à l'inverse de l'aphasie de Broca par une expression orale facile et abondante. Elle est dite fluette. Il n'y a pas de réduction de langage. Mais par contre, on peut assister à une logorrhée. La logorrhée, c'est un flot de mots incoercibles, c'est-à-dire la personne parle énormément. Mais, la compréhension orale et écrite sont perdues. Le sujet emploie des mots inappropriés, ce qui réalise la paraphasie sémantique, ou même des sons sans signification, réalisant la jargonophasie. La jargonophasie est un jargon incompréhensible. Finalement, dans l'aphasie de Wernicke, le patient n'est pas conscient de son trouble. On parle d'anosognosie. La nosognosie étant la méconnaissance par le malade de sa maladie. C'est ça la nosognosie. Le malade n'est pas conscient de la maladie qu'il a contractée. Monsieur. Oui, Bonjour. je vous écoute. Quel âge avez-vous? J'ai un rhume en ce moment.
pas suffisant. Quel est votre âge? Je suis mon chef dosage. Mhm. Oui. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? J'ai un esprit d'essor. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai des ôtés abrandissants. Ce sont des poseaux que j'avais avec l'ancien que j'ai aspiré le déremontage. Mhm. J'ai perdu un peu en ce moment. Qu'est-ce que vous avez perdu un peu? Oui. Qu'est-ce que vous avez perdu un peu? Je veux le clénant impossible sur mon ardement au lardement. Pardon? Oui, Mhm. Où est-ce que nous sommes ici? je vous somme. L'aphasie de Wernicke traduit une lésion dans la partie postérieure de la première et la deuxième circonvolution temporale. Maintenant, on va passer au deuxième trouble, qui est l'apraxie. Comme on a dit, le mot praxie signifie action. Donc, l'apraxie, tout simplement, c'est l'impossibilité de réaliser des gestes et des actions acquis pendant l'apprentissage, alors qu'il n'existe aucun trouble moteur. Il y a 3 types différents d'apraxie: l'apraxie idéatoire, l'apraxie idéomotrice et l'apraxie constructive. L'apraxie idéatoire altère principalement les activités de manipulation d'objets et d'utilisation d'outils que nous utilisons dans la vie quotidienne. On n'arrive plus à faire des gestes simples comme celui d'allumer une bougie, d'ouvrir une serrure avec une clé, d'ouvrir une boîte de conserve avec un ouvre-boîte ou d'éplucher un fruit avec un couteau. Tout ça, c'est impossible. L'apraxie idéomotrice, quant à elle, concerne des gestes qui ne mobilisent pas l'utilisation d'un outil ou d'un objet quelconque. Ce sont des gestes symboliques que nous utilisons pour signifier et décrire une action. Par exemple, la réalisation des gestes de la main, comme le refus de faire quelque chose, ou le fait de saluer quelqu'un, ou encore frapper à la porte. Le dernier type d'apraxie, c'est bien l'apraxie constructive. Alors celle-là se traduit par une difficulté à définir les relations entre les objets, qui nécessite une intégration, par exemple dans le domaine de dessin et la géométrie, de même que l'impossibilité d'habillage. Alors le patient n'arrive pas à porter ses vêtements, à boutonner sa chemise ou à mettre un pull tout seul. Pourquoi je prenais tout à l'heure, je dis tout de suite, et non, tendance, hein. Le troisième trouble des fonctions supérieures correspond à l'agnosie. Alors, l'agnosie, c'est l'incapacité de la reconnaissance et de la perception sensorielle des éléments du monde extérieur en utilisant au moins l'un de ces 5 sens. Il y a 3 classes d'agnosie. Il y a l'agnosie visuelle, il y a la somatognosie et il y a la perte de la mémoire topographique. Pour l'agnosie visuelle, la personne est incapable de reconnaître par la vue certains objets, certaines formes, certains chiffres ou lettres qui lui sont pourtant familières, qui lui sont pourtant connues. Il ne faut surtout pas confondre l'agnosie visuelle avec un trouble de la vision, ce dernier étant caractérisé par une diminution de l'acuité visuelle. C'est-à-dire, non, le patient n'est ni malvoyant ni aveugle, mais tout simplement il ne peut reconnaître et comprendre ce qu'il voit. Ses yeux envoient au cerveau des informations que celui-ci ne reconnaît pas, le trouble étant au niveau du traitement cérébral des données envoyées par la rétine. Et on distingue 3 types d'agnosie visuelle: l'agnosie des visages ou prosopagnosie. Donc, la prosopagnosie se traduit par l'impossibilité de reconnaître un visage connu, et que ce soit celui d'une personne familière
ou son propre visage vu dans un miroir. Oui, le patient n'arrive pas à reconnaître son visage dans le miroir. On a deuxièmement l'agnosie des images et troisièmement l'agnosie des... On a terminé avec l'agnosie visuelle. Maintenant, passons à la deuxième classe qui correspond à la somatognosie. Alors, la somatognosie, comme on a dit, est un trouble de la reconnaissance du schéma corporel. Autrement dit, c'est la méconnaissance d'une partie ou de la totalité du corps. Et là, on va parler de l'héminégligence, qui est à 80% des cas gauche et non pas droite. L'héminégligence gauche se traduit par des difficultés à détecter des objets ou des informations situées à gauche. Cette anomalie est due à une lésion au niveau de l'hémisphère droit, suite à un accident vasculaire cérébral, une artère qui se bouche à l'intérieur de l'hémisphère droit. Plus rarement, l'héminégligence peut apparaître suite à un traumatisme crânien, une tumeur ou un abcès cérébral. L'hémisphère droit commande la partie gauche du corps, et une lésion dans cette partie du cerveau conduit la personne à négliger, à oublier la moitié gauche de son corps et de son champ visuel. Il se heurte aux obstacles situés sur sa gauche parce qu'il ne les voit pas. Il ne lit que la partie droite d'un texte en coupant les phrases au milieu. Il ne mange que le côté droit du contenu de son assiette. Et s'il s'agit d'un homme, il ne se rase que la partie droite de la barbe. Oui, c'est l'héminégligent gauche. La troisième classe des agnosies correspond à la perte de la mémoire topographique. Donc là, le patient est incapable de s'orienter dans l'espace, en particulier dans les endroits familiers. Par exemple, il est chez son cousin, mais si tu lui demandes il est où, il ne le sait plus. Et maintenant, on va voir le dernier trouble des fonctions supérieures, c'est les troubles des fonctions exécutives. Et là, on va évaluer la mémoire du patient, son attention et son raisonnement. Pour la mémoire sémantique, on cherche si le patient se rappelle les noms de ses amis, par exemple. La mémoire épisodique est en rapport avec les événements qu'il a vécus. Et la mémoire du travail, et là, on évalue sa mémoire à court terme. Pour le raisonnement, on évalue les capacités du patient à résoudre des problèmes lors de l'examen neurologique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre cours concernant les fonctions végétatives. Tout d'abord, les fonctions végétatives sont des fonctions biologiques qui assurent le maintien de l'homéostasie interne du corps, à savoir la respiration, la circulation, la digestion, la thermorégulation et les sécrétions glandulaires. Le contrôle de ces fonctions est assuré par le système nerveux végétatif. Deuxièmement, troubles des fonctions végétatives. On va parler dans ce cours des troubles respiratoires, des troubles vésicaux et des troubles de la pression artérielle. Pour les troubles respiratoires, on peut avoir une variété de rythmes pathologiques. On a la respiration de Cheyne-Stokes, dont on a parlé dans le cours de l'HTIC, l'hyperventilation neurogène centrale ou HNC et la respiration apneustique. Pour le rythme de Cheyne-Stokes, c'est une anomalie qui traduit une lésion hémisphérique et elle se traduit par une hyperpnée suivie d'apnée, c'est-à-dire une alternance entre hyperpnée et apnée. L'HNC est une anomalie qui traduit une lésion au niveau du mésencéphale ou l'étage pédonculaire du tronc cérébral. Une tumeur, par exemple, qui altère les centres respiratoires à ce niveau et ça se traduit par une hyperpnée rapide. Pour la respiration apneustique, elle traduit une lésion au niveau de la protubérance ou pont du tronc cérébral et se manifeste par une inspiration ample et profonde avec apnée suivie d'une expiration courte et brève. Deuxièmement, troubles vésicaux. La miction est un acte réflexe dû à l'augmentation de la pression intravésicale. Bien évidemment, elle est soumise à un contrôle nerveux par la commande du centre médulaire sacré de la vessie, qui siège entre la deuxième et la quatrième vertèbre sacrée, et qui assure donc ce réflexe mictionnel. On distingue deux lésions différentes, une lésion siégeant au niveau de cette partie segmentaire, au niveau du centre médulaire de la vessie, et une lésion siégeant en dehors du centre de la vessie. Une lésion plus haut située, soit dans la moelle épinière ou bien dans les centres cérébraux supérieurs. Dans le premier cas de figure, où la lésion siège dans cette partie segmentaire, on parle de la vessie neurologique périphérique. C'est une lésion qui bloque l'arc réflexe mictionnel parce que la lésion porte sur le centre médulaire de la vessie
Cela se traduit par une disparition des mictions et une disparition de la sensation du besoin d'uriner avec une rétention urinaire. On parle de la vessie autonome. Cette situation se rencontre en cas du syndrome de la queue du cheval qui correspond à une destruction des racines nerveuses à ce niveau ou en cas de lésion des éléments du système nerveux périphérique. C'est la vessie neurologique périphérique. Pour le deuxième cas de figure, où la lésion siège plus haut, on parle de la vessie neurologique centrale. Elle s'observe en cas de lésion survenant généralement au niveau de la moelle épinière au-dessus du centre de la vessie, de telle sorte que le réflexe mictionnel est conservé. Cela se traduira cliniquement par une hyperactivité de la vessie qui n'est plus soumise au contrôle supérieur. Elle est soumise au seul centre médulaire. Cela associe des mictions involontaires, inconscientes et non contrôlées. On parle de la vessie automatique. Cette situation peut être la conséquence d'une section de la moelle épinière, d'une lésion vasculaire ou tumorale détruisant la moelle épinière. Finalement, trouble de la pression artérielle. Suite à une lésion portant sur les fonctions végétatives, on peut avoir une hypertension artérielle dépassant les 200 mm de mercure, ou bien une hypotension orthostatique qui est secondaire à la défaillance de la vasoconstriction induite par les barorécepteurs situés dans la crosse de l'aorte et le sinus carotidien. Donc, il n'y a plus de vasoconstriction, la tension va chuter. On a terminé. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est à votre écoute et à bientôt.